Wesh YouTube, comment vas-tu? Pour ma part, je suis absolument ravie de te retrouver aujourd'hui parce que on va faire une des vidéos que je préfère faire, une des vidéos que je préfère regarder. On va parler des meilleures lectures de mon année 2024. Comme l'an dernier, je vais diviser cette vidéo en deux parties à peu près. On va faire une partie mention spéciale qui sont des livres qui méritent, j'estime, que je les mentionne. Parce que qu'on se le dise, faire des choix, déjà c'est un problème assez inhérent à ma vie. Alors comment te dire que sur plus de 90 lectures, n'en choisir que 10 c'est de l'ordre du supplice, je pense. C'est pourquoi, comme l'an dernier, je vais faire une première partie où on va brièvement évoquer quelques livres que je place donc dans les mentions spéciales et ensuite on passera aux meilleures lectures de mon année. Alors meilleures, il est ici absolument pas question de qualité mais vraiment de ressenti pur. Ce ne sont pas les livres que je juge comme étant les meilleurs de mon année de lecture, mais les livres qui se sont hissés au-dessus des autres sur une base purement émotionnelle. Parce que je les ai lus au moment où j'avais besoin, parce qu'ils ont résonné en moi, encore une fois, à la fréquence dont j'avais besoin sur l'instant. Ce sont des lectures qui m'ont touchée plus que les autres, qui ont pris une place particulière dans mon cœur. Et on va commencer sans plus tarder parce que déjà que je crains que cette vidéo ne soit très longue, on va pas non plus faire durer l'intro 1000 ans comme je le fais à chaque fois. Pour ouvrir le bal des mentions spéciales, je ne pouvais pas ne pas te parler de The Nice House on the Lake de James Tynion, Alvaro Martinez et Jordi Belair, édité chez Urban Comics, parce que ça a été une vraie grosse découverte de mon année. C'est l'histoire de plusieurs persos qui se connaissent plus ou moins de près ou de loin et qui se retrouvent dans une villa absolument luxueuse au bord d'un lac au milieu de la forêt, parce qu'ils ont tous été conviés par un ami en commun, Walter. Il leur a envoyé il y a quelques semaines de ça à chacun un courrier leur expliquant que ça lui tenait vraiment à cœur de réunir les amis qui lui étaient le plus chers pour passer des vacances. Ils se retrouvent tous donc là, ils se connaissent plus ou moins comme je t'ai dit, et ils tombent des nues quand quelques heures après leur arrivée, ils se rendent compte, au vu de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, que tout le monde est en train de mourir dans d'atroces conditions que personne ne semble épargner à part eux. Ils vont donc essayer de comprendre ce qui se passe, ce qui leur arrive, pourquoi eux ne sont pas concernés par ça, et ils vont se douter que Walter a certainement quelque chose à voir là-dedans. Bref, c'est visuellement une claque, c'est intelligent, c'est subtilement construit, c'est en termes d'ambiance très bien fait. C'est palpitant, c'est juste absolument génial. Je te recommande très chaudement ce graphique qui pour l'instant est en 2 tomes. Ensuite, je les place là, même si je ne vais pas vraiment en parler parce que j'en ai déjà beaucoup parlé ici. Les Grandes Oubliées, pourquoi l'histoire a oublié les femmes de Titu Lecoq et Triste Tigre de Neige Sino, qui ont été de vraies lectures impactantes dans mon année. J'avais envie, elle aussi, de les mettre dans mes mentions spéciales. Dans cette catégorie, je ne peux pas ne pas mettre Un amour fou de Catherine Hermary Vieille, qui est un roman sur la vie de Jeanne de Castille, qui est donc la fille d'Isabelle la catholique et de Ferdinand d'Aragon, qui se voit marié à Philippe le souverain de Flandre, et c'est ensuite l'histoire de sa descente aux enfers, de cet amour absolument dévorant et déchirant qui va l'habiter et la mener, on l'aide clairement à sombrer dans la folie, parce que Jeanne de Castille est connue sous le nom Jeanne la Folle, et c'est l'histoire de cette descente aux enfers, la manière dont on la manipule, dont on l'utilise, dont on se sert justement de cet amour qu'elle a pour les autres. Bref, c'était à la fois très accessible et en même temps très poignant, j'ai adoré. Je te parle aussi rapidement de Nouvelles de Pétersbourg de Gogol, qui est un recueil de nouvelles tout naturellement qui se passe à Saint-Pétersbourg, qui est traduit lui par Bernard Kress et Vladimir Volkov, et que j'ai adoré, mais vraiment adoré. Il y a de fortes chances dans cette vidéo que je répète ce mot 1 milliard de fois, donc je m'en excuse par avance. J'ai été absolument conquise par ce recueil de nouvelles, par la construction de celui-ci, par le fait que chaque nouvelle se réponde, qu'on retrouve un petit élément d'une nouvelle dans une autre. En fait, il y a comme une espèce de fil conducteur dont on ne prend conscience qu'à la fin de la lecture, que je trouve génial. C'est absolument bluffant, comme je te dis, dans la construction, dans l'écriture qui est somptueuse. C'est absurde, c'est comique, c'est cohérent en même temps, et j'y ai vu quelque chose de malicieux dans sa façon d'écrire qui m'a énormément plu. Je ne peux pas non plus ne pas mettre dans les mentions spéciales le cycle de la Tour de Garde que j'ai découvert cette année. J'ai lu les 2 premiers tomes de Capitale du Sud écrits par Guillaume Chamanadjian et les 2 premiers tomes de Capitale du Nord écrits par Claire Duvivier, édités aux Forges de Vulcain, qui sont des lectures géniales. On est
dans un univers de fantasy où on suit donc ces deux histoires en parallèle qui sont dans le même univers. Déjà j'adore le fait que ce soit écrit à 4 mains, ça fonctionne en plus hyper bien. Et on a ces personnages qui vont être confrontés à des choses qui vont totalement les dépasser, que ce soit en termes d'intrigue politique ou de magie, parce que très vite on se rend compte que des choses extraordinaires se passent. C'est là aussi très intelligent, les descriptions sont à tomber, je trouve qu'en termes d'ambiance on est complètement dedans, ça n'en fait pas trop, et donc quand il y a des véritables retournements de situation, on est complètement, pardon du terme, mais sur le cul. Vraiment c'est génial et j'ai très hâte de conclure cette saga en 2025 parce qu'il ne me reste du coup que les 2 derniers tomes. Je te parle aussi rapidement de Bondrée d'André Michaud que j'ai beaucoup évoqué ici parce que vraiment ça a été une excellente rencontre, livre trouvé en boîte à livres, vraiment j'adore ça, je me répète, mais j'adore trouver des pépites comme ça sur lesquelles je ne serais jamais tombée de moi-même. C'est absolument le cas puisqu'on est sur une espèce de polar thriller, c'est pas mon genre de prédilection et pourtant on est ici pendant l'été 67 autour d'un lac dans la forêt du Québec. On est vraiment dans une atmosphère de vacances où plusieurs familles se retrouvent un petit peu chaque été dans leurs espèces de chalets. Et c'est dans cette douce atmosphère que va survenir un drame. Une jeune fille disparaît, elle est retrouvée rapidement morte, la jambe sectionnée par un piège à ours ou renard, je sais pas trop, mais un piège. On va très vite conclure à un accident, mais ça c'est sans compter sur la disparition quelques jours après de son amie la plus proche. De là, évidemment, on se doute que quelque chose se trame. L'enquête est extrêmement bien menée, mais c'est pas pour là que ce livre se retrouve dans mes mentions spéciales, c'est pour la qualité de sa plume. Je te l'ai déjà dit, mais l'une des plus belles que j'ai pu croiser cette année, c'est aussi pour la mise en place de l'atmosphère qui est juste parfaite à mon goût, et la psychologie des personnages, la mise en abîme de ce qu'ils sont face aux événements, c'est brillant. Très honnêtement, je suis absolument là aussi bluffée. Quelle incroyable lecture. Pareil, je suis obligée de te mentionner Crime et Châtiment de Dostoïevski, évidemment, que moi j'ai lu dans une traduction faite par André Markovitch. Crime et Châtiment, on va pas en parler non plus des heures, je l'ai longuement chroniqué. C'est bien évidemment l'histoire de cette espèce de descente aux enfers de Raskolnikov, un étudiant un peu fauché qui n'arrive pas à s'en sortir et qui, petit à petit, en sombrant dans les méandres de son âme, en vient à remettre en question énormément de choses et in fine commettre un meurtre. C'est l'exploration de la noirceur des états d'âme et de jusqu'où ça peut nous mener. Il y a une palette de personnages absolument extraordinaire. C'est un chef-d'œuvre que j'ai trouvé passionnant et qui va longtemps me marquer. Pour finir, dans ces mentions spéciales, je tenais à parler de La Dame en blanc de Wilkie Collins, traduit par Elle Lenoir, sur lequel je suis tombée un petit peu par hasard aussi, dont je n'avais jamais entendu parler et que j'ai absolument adoré. Encore une fois, parce qu'on est ici dans l'Angleterre victorienne et on rencontre un prof de dessin qui se voit offrir un poste pour justement aller s'installer dans une maison de famille et devenir le professeur particulier des 2 jeunes filles qui y habitent. Juste avant son départ et alors qu'il se balade la nuit, il tombe sur une jeune femme, ou plutôt une jeune femme lui tombe dessus. Elle est vêtue tout de blanc et elle semble particulièrement affolée. Il va alors l'aider et va passer sur cet événement qui certes le perturbe un petit peu, mais voilà. Et il va être vraiment troublé quand en arrivant dans la demeure de cette famille, il se rend compte que l'une des 2 jeunes filles est le portrait craché de la femme qu'il a croisée quelques nuits plus tôt. L'articulation du texte est absolument géniale. L'ambiance, l'atmosphère, moi c'est tout ce que j'aime. Déjà moi dès qu'on me parle comme ça de brume, de machin, on est dedans quoi. L'écriture, les personnages, pareil, j'ai été bluffée. La construction des personnages féminins écrits par un homme de cette époque-là, les revendications sous-jacentes sur la condition de la femme, bluffant, l'intrigue en elle-même, les retournements de situation, je n'ai pas vu les choses arriver, c'était génial, c'était tout bonnement génial et là aussi c'est un très grand roman. On va donc pouvoir maintenant rentrer dans le vif du sujet, bon même si ça fait quand même quelques minutes qu'on y est, mais dans le vif, parce qu'on va maintenant parler de mes romans préférés de l'année. Ceux qui, comme je te l'ai dit, ont su me toucher d'une autre manière. Et je ne vais pas faire plus durer le suspense. Encore faut-il qu'il y ait beaucoup de suspense parce que je pense qu'il y en a certains dont je t'ai quand même pas mal parlé. Mais le premier, et ça va être 3 tomes, hein, puisque je vais te parler des archives de Rochard, évidemment, de Brandon Sanderson. Ici, j'ai la première partie de La Voix des Rois. J'ai donc lu La Voix des Rois et j'ai lu la première partie du 2e tome qui est... C'est pas Justicière, c'est celui d'avant. Bref. Je les ai moi au livre de poche et ils sont traduits par Mélanie Fazi. On suit dans les archives de Rochard 3 personnages. Kaladin, un combattant. Dalinar, un chef d'armée et la jeune Chalanne
qui s'en va pour étudier la magie, l'histoire, etc. Ce qui est brillant et ce qui m'a permis de rentrer dedans instantanément, c'est que les personnages sont au centre de l'histoire. On les rencontre très rapidement et c'est seulement ensuite que l'univers se brode autour d'eux. Là où je trouve que c'est hyper intelligent, c'est qu'on n'est pas d'un coup plongé dans un univers où on ne comprend rien, on est tout d'abord mis face à des personnages dont on saisit très vite les problématiques, dont on saisit très vite les marqueurs forts de leur personnalité, leur sensibilité, leurs défauts aussi. Et ce qui fait qu'avant même de prendre conscience de ce qui va se développer autour, on est impliqué. Et ça, j'ai trouvé ça génial parce que ça m'a permis de rentrer dedans très facilement et je n'ai plus pu le lâcher. Ni cette brique, ni les deux qui ont suivi. Je suis consciente des longueurs qu'il peut y avoir, mais là encore, moi j'aurais tendance à te dire que ces longueurs, qui pour moi sont plus des temps calmes que des longueurs, mais soit c'est ce qui permet de développer l'univers, d'appuyer les enjeux qui se mettent en place, de comprendre aussi tout simplement tout ce qui est en train de se dérouler. Je trouve que c'est hyper bien amené malgré la complexité du truc. C'est quelque chose qui me terrifiait et au final j'ai été totalement embarquée. Il y a des complots, de la politique, de la bagarre, des questions internes profondes sur le rôle de chacun là-dedans et le rôle qu'il a envie d'avoir face au rôle qu'il est contraint de tenir. Je suis complètement fan de cet univers, c'est en train de devenir une de mes sagas préférées et elle se retrouve forcément dans le top de mon année. C'est grandiose, tout simplement. Le deuxième livre dont je te parle, c'est l'une des toutes premières lectures de mon année. C'est ma première rencontre en plus avec cette autrice. C'est une femme, Dany Erno, que j'ai profondément aimée. Encore une fois, je t'ai dit, on va beaucoup se répéter ici. Ce petit texte, c'est un hommage, des bribes de vie. C'est une espèce de témoignage que nous offre ici Dany Erno. Après plusieurs années de lutte contre une maladie dégénérative, sa mère décède. Alors elle nous raconte comme un exutoire, comme pour tenter de digérer la chose à laquelle elle était préparée mais qui pourtant la submerge complètement. Elle nous raconte donc cette femme, sa vie, ses choix, ses envies, ce qu'elle a été, ce qu'elle a espéré être, puis comment elle finit par sombrer en elle, par s'éloigner et des autres et d'elle-même tragiquement. Puis le deuil, la perte de la mère, de ce symbole, de ce socle que c'est, et ce malgré ses défauts. C'est un texte qui m'a profondément bouleversée parce que j'ai été déjà très touchée par la forme du texte, par l'honnêteté de celui-ci et par la grande pudeur à la fois dont elle a fait preuve. On sent qu'elle parle de choses, on sent qu'elle en retient d'autres, dans un équilibre que j'ai trouvé très précis. C'est un texte qui est rempli de dignité et ne serait-ce que ça m'a énormément touchée. Il m'a complètement retournée. Et je vais le faire pour celui-ci et pour quelques autres textes. Je vais t'en lire un extrait parce que je pense que ça peut être très parlant. Il fallait que ma mère, née dans un milieu dominé dont elle a voulu sortir, devienne histoire, pour que je me sente moins seule et factice dans le monde dominant des mots et des idées où, selon son désir, je suis passée. Je n'entendrai plus sa voix. C'est elle et ses paroles, ses mains, ses gestes, sa manière de rire et de marcher qui unissaient la femme que je suis à l'enfant que j'ai été. J'ai perdu le dernier lien avec le monde dont je suis issue. Bien évidemment que dans ce top se trouve aussi la saga entière, Magic Charlie d'Audrey Alouette, qui est donc une trilogie qui m'a complètement emportée. Magic Charlie, c'est l'histoire de Charlie, donc un jeune garçon qui apprend un jour qu'il est magicien. Et ses facultés, il les aurait reçues par sa mère et sa grand-mère. Pourtant, sa mère semble n'avoir aucun souvenir de tout ça. Il va alors essayer de comprendre ce qui est arrivé à sa grand-mère, ce qui est aussi arrivé à sa mère, de comprendre qui il est, de comprendre ce que ça implique que tout ça, et il va basculer dans un univers assez fou. C'est une histoire de famille, c'est une histoire aussi de deuil, d'amitié, d'amour, de quête, de sens, mais aussi de quête de soi, et ce, à travers et la famille et les autres. J'ai presque du mal à trouver les mots pour te dire combien j'ai aimé cette épopée. Vraiment, c'est à mon sens une trilogie jeunesse qui est absolument parfaite et intelligent. Encore une fois, c'est fait avec beaucoup de sensibilité. La manière dont certaines choses, même douloureuses, sont traitées et sont proposées ici. Clairement, en plus pour un lectorat à la base jeune, je trouve que c'est hyper bien fait. Il y a des notions fondamentales qui sont apportées d'une manière tellement compréhensible, lisible, que je trouve que c'en est impactant sans te le mettre dans la tronche, genre voilà le propos sous-jacent. Non, c'est tellement subtil, c'est tellement bien fait. Les personnages sont absolument géniaux, ils sont attachants, ils sont touchants dans leur questionnement d'enfants ou même d'adultes. C'est un livre que j'aurai grand plaisir à mettre entre les mains de nombreux enfants. Magic Charlie est entré
de manière vraiment durable dans la liste des livres que j'ai le plus aimé de ma vie. Le titre suivant de ce top est l'un des livres dont je vais avoir le plus de mal à parler. C'est une des lectures les plus retentissantes de mon année, c'est une des lectures les plus difficiles dans ce qui est décrit que j'ai pu faire de ma vie. C'est La laveuse de mort de Sarah Omar, qui est édité ici chez Babel et qui est traduit par Masha Dati. J'ai plutôt dans l'année fait une vidéo où je lisais de la littérature exclusivement arabo-orientale, parce que bon, j'avais un peu élargi les frontières, et quelle excellente idée, parce que de cette vidéo, 2 des titres se retrouvent quand même dans les meilleures lectures de mon année. Tu l'as compris, La laveuse de mort en fait partie. C'est un texte que je ne recommanderais absolument pas à tout le monde. Si j'avais eu conscience du niveau de violence qui est décrit, je ne me serais peut-être honnêtement pas lancée dedans. Parce que quand je te parle ici de violence, on est dans une violence telle qu'elle en est insoutenable. Il y a énormément de passages que j'ai lus en diagonale. Je ne vais même pas t'évoquer les trigger warnings. Imagine, tous les pires des trigger warnings, ils sont dans ce livre. Et c'en est d'autant plus difficile qu'on sait, quand on s'est un petit peu intéressé à la vie de Sarah Omar, que ce récit est en grande partie autobiographique. C'est l'histoire de la petite Fremesk, alors je vais avoir beaucoup de mal à dire son prénom, hein, qui naît fille, malheureusement pour elle, ce qui déplaît énormément à son père. On est ici dans le Kurdistan irakien, pour replacer un peu le contexte. Pour protéger sa fille de ce père qui voue une haine profonde à cet enfant et qui est d'une extrême violence. Donc pour protéger sa fille et de lui et de sa belle famille, la mère de Fremsek va la confier à ses parents, à elle. Et ce couple, c'est honnêtement la seule lumière dans la noirceur de ce récit. C'est un couple complètement détonnant puisque lui est zoroastrien, faussement converti à l'islam, histoire de faire genre, bien qu'il n'y croit pas. Et son épouse, quant à elle, est laveuse de mort. Elle a à cœur de récupérer les dépouilles des femmes assassinées, oubliées, pour leur offrir le lavage mortuaire, pour pratiquer ce rite de passage et leur permettre de partir en fait avec dignité. C'est un contexte de violence qui est absolu, vraiment, je le répète, mais parce que au-delà de la violence qui émane en fait de la pression familiale et de la pression sociale et religieuse, on est dans un contexte de guerre, hein, puisqu'à ce moment-là c'est la guerre en Irak, on est en plus encore une fois en plein génocide kurde, et on suit donc comment cette petite fille tente de grandir dans ce contexte encore une fois absolument abject. Et alors ce texte, bien que j'en ai lu de nombreux passages en diagonale, il m'a habité à un point où j'y pensais tout le temps en fait. Ce récit il est atroce, hein, il est poignant et encore je pense que le mot n'est même pas suffisamment important, mais il est nécessaire parce que c'est la réalité de bien des femmes. Et ce texte il est là parce que déjà je ne peux que saluer le courage que ça a dû demander à Sarah Omar pour écrire un texte comme celui-ci, pour raconter de telles atrocités. Et parce que, je te dis, il m'a marqué à tel point que je ne pouvais plus m'arrêter de lire. J'étais comme en apnée. Oula, la voix qui tremble. Et j'enchaînais les pages à la recherche presque d'oxygène, à la recherche de ces quelques petits moments de lumière qui me permettraient de reprendre mon souffle. C'est honnêtement un texte qui est difficilement soutenable, mais qui, parce que pour moi, il est tellement important de parler de ce que vivent ces femmes-là, voilà, forcément, il allait être ici. Chère Daria, quand on décrète que vous ne serez jamais vraiment un être humain parce que vous n'êtes pas né garçon, alors 3 choses s'offrent à vous dans la vie. Vous pouvez tenter de tenir le coup, de vous taire, de subir la violence et l'oppression en silence. Vous pouvez mourir de votre propre main ou de celle d'un homme. Ou alors, vous pouvez essayer de briser les chaînes au risque de tout perdre, même la vie. Pour moi, la vie consiste à garder la foi en son humanité, afin que le mal ne puisse nous dévorer. Pourtant, mes mots donnent la parole au mal, mais si je le fais, c'est simplement dans le but d'être entendu. Mes mots, c'est tout ce qu'il me reste. Sans eux, je ne serais rien. Alors n'oubliez jamais que vous êtes précieuse, affectueusement, Fremesk. J'ai lu et j'ai absolument adoré Les vies de papier de Rabih Alameddine, qui est traduit par Nicolas Richard. Ce texte, c'est l'expression même de l'amour de la vie, de l'amour des mots, de l'amour des livres, de celui de la ville qui nous voit grandir, en l'occurrence ici de Beyrouth. Au moment où on rencontre Alia, dans le texte, elle a 72 ans. Elle est terriblement originale dans sa banalité, ce que j'ai trouvé délicieux. On est le 1er janvier et elle s'apprête à accomplir un rituel hyper solennel qu'elle met en place chaque année. C'est choisir le livre
qu'elle va mettre l'année à traduire. On parle ici purement d'un passe-temps, enfin un passe-temps, c'est tellement important qu'on est sur une passion, celle de la littérature, des mots, du choix de ceux-ci, de comment s'approprier une histoire dans la traduction sans pour autant la dénaturer. Et cette femme, elle va, à travers de nombreuses références littéraires et en parallèle à celle-ci, nous raconter sa vie de gamine mal aimée, puis d'épouse mal aimée et finalement de femme qui décide d'être seule et d'apprendre à s'aimer elle et à aimer la vie comme elle l'entend, de son rapport à la littérature qui est son refuge, de cette vie dans ce Liban abîmé par la guerre, de ses choix, de ses envies. Je t'en avais parlé dans ma vidéo justement où je chroniquais ce livre, mais j'ai adoré le fait qu'on mette en avant, parce qu'elle a une personnalité très singulière, elle est très effrontée, elle est très farouche, et pour autant parfois elle est docile, parce qu'elle n'en a pas le choix, et parce que c'est la réalité de plein de femmes, que de ne pas avoir le choix, que de se soumettre, tout simplement pour vivre. C'est un texte qui est horriblement dense, honnêtement, c'est très long, c'est bourré de références littéraires, à tel point que c'en est un peu étourdissant, mais quelle écriture! Et quelle construction de personnages, je te l'ai vaguement évoqué dans ma précédente vidéo, mais Alia est mon personnage préféré de tous les textes que j'ai pu rencontrer cette année. Elle est fantastique et je suis tombée complètement amoureuse de l'idée de cette femme. J'ai tellement aimé ce texte qu'au début j'ai voulu mettre dans les mentions spéciales et en y repensant je me suis dit mais pas du tout. La place qu'a pris ce personnage dans mon cœur en fait forcément une des meilleures lectures de mon année. Je me suis depuis bien longtemps abandonnée au plaisir aveugle de l'écriture. La littérature est mon bac à sable. J'y joue, j'y construis mes forts et mes châteaux, j'y passe un temps merveilleux. C'est le monde à l'extérieur de mon bac à sable qui me pose problème. Je me suis adaptée avec docilité, quoique de manière non conventionnelle, au monde visible, afin de pouvoir me retirer sans grand désagrément dans mon monde intérieur de livres. Pour filer cette métamorphose sableuse, si la littérature est mon bac à sable, alors le monde réel est mon sablier. Un sablier qui s'écoule grain par grain. La littérature m'apporte la vie, et la vie, elle, me tue. Dans ce top, je te parle évidemment et sans grande surprise de Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin, que j'ai lu clairement 1000 ans après tout le monde, qui me faisait envie mais sans vraiment m'attirer plus que ça. Et pourtant, quelle rencontre! On y fait la rencontre de Violette qui est une garde cimetière, qui s'occupe de ses fleurs, du cimetière, qui parfois s'occupe des gens qui viennent trouver un petit peu de réconfort auprès d'elle, ou qui veulent peut-être chercher des réponses ou qui, comme elle à un moment, essayent peut-être de se chercher eux-mêmes. C'est l'histoire de sa vie entrecoupée d'anecdotes et de bribes de vie de personnes justement enterrées dans son cimetière. Il y a plusieurs histoires dans l'histoire et ça donne au roman un rythme très intéressant qui fait qu'en fait on ne s'ennuie jamais, on est tout le temps plongé dans l'histoire de quelqu'un et on a plaisir à revenir à l'histoire de Violette parce que là aussi, quel personnage touchant. C'est simple et sans être dénué de sens, au contraire, énormément de choses sont soulevées ici dans ce texte, mais fait avec une telle simplicité, sans aucune prétention, que j'ai trouvé ça, ça sonnait très vrai, ça sonnait très vrai, en fait, c'est tout, je me répète. J'ai été profondément touchée par Violette parce qu'elle a traversé, par ce qui l'a conduite à être qui elle est, par les chemins qu'elle a empruntés malgré elle et ceux qu'elle a choisis pour elle à certains moments. J'ai été vraiment émue par ce texte parce que je pense qu'il a résonné de bien des manières et je comprends qu'il ait résonné chez pas mal de gens parce que vraiment c'est une petite pépite. Ensuite, je te parle, bien évidemment, pareil, tu l'aurais deviné, des Aiguilles d'or de Michael McDowell. C'était évident qu'un titre de cet auteur se retrouve ici dans ce top. Il est traduit par Jean Slamovitch et est édité chez Monsieur Toussaint Louverture. On suit dans ce texte deux familles que tout oppose et que tout sépare, et pourtant. L'une d'elles est une famille riche, relativement patriarcale, avec des personnages qui évoluent dans des sphères importantes, entre gros guillemets, de la société. L'autre famille, au contraire, est une famille clairement de femmes qui vivent dans les quartiers pauvres et qui maîtrisent l'art des magouilles. Et ces deux familles vont se retrouver mêlées l'une à l'autre dans un conflit qui va les dépasser, puisque la première famille, pour prouver et accentuer son influence dans la ville, veut s'en prendre aux quartiers pauvres afin d'éradiquer la pauvreté et le crime. Je l'ai dévoré, j'ai absolument adoré, je trouve que l'écriture de McDowell est absolument parfaite pour ce type de proposition. C'est visuel au possible,
c'est entraînant, c'est palpitant, c'est tellement bien construit. Les personnages sont denses, l'univers l'est aussi. On a de vraies problématiques sociales qui sont mises en avant dans celui-ci. J'ai adoré, adoré, adoré. Je te l'ai déjà dit, mais Michael McDowell est en train de devenir un des auteurs qui marche le mieux sur moi et j'ai très hâte. C'est quoi? C'est Lune froide sur Babylone, je crois, qui est sorti là récemment. J'ai très hâte de le découvrir. Bref, évidemment que j'allais te parler des Aiguilles d'or de Michael McDowell. Parmi mes meilleures lectures de l'année, il y a aussi Le cœur cousu de Carole Martinez que j'ai ici édité chez Folio. Je me rends compte combien il m'a marqué et combien il s'est ancré en moi. C'est une histoire familiale, générationnelle, une histoire de femme, d'affirmation. Le personnage principal, bien qu'il y ait plein de personnes qui gravitent autour et qui ont tout autant leur importance, s'appelle Frasquita. On découvre sa mère, sa rencontre avec son père jusqu'à sa naissance dans le sud de l'Espagne, puis sa petite enfance et jusqu'au jour où sa mère fait prendre part à une espèce de rituel ancestral qui se perpétue au sein de cette famille. Arrivée à un certain âge, la mère et la fille vont ensemble au pied d'un arbre déterrer une boîte. Et dans cette boîte apparaît comme par magie quelque chose qui est très propre à chaque personne et cette chose va symboliser, va matérialiser son don propre à elle. Quand la petite Frasquita ouvre cette boîte, c'est une boîte à couture qu'elle trouve. Alors elle va se mettre à coudre, à réparer, à reprendre et malgré elle à ensorceler chacun de ses coups d'aiguille. Et bref, il y a tellement de choses autres qui s'y passent que j'ai pas envie de t'en dire plus, mais globalement c'est le point de départ. Le style est sublime, tout y est mesuré, chaque mot est pesé, c'est fin, vraiment cette écriture c'est de la dentelle. C'est un texte qui m'a profondément marqué parce qu'il est à chaque fois un peu décousu. Enfin, on suit tellement de personnes sur des temporalités tellement longues, dans des chemins de vie tellement complexes et denses que forcément il se passe plein de choses et pour autant on n'est pas noyé. Il y a clairement du réalisme magique mais tout est limpide. Je sais pas, j'ai été franchement là aussi bluffée par ce texte. J'ai été touchée par cette idée de transmission entre femmes, par cette idée de lutte pour trouver la liberté. Et puis vraiment, je maintiens, mais cette plume, j'ai des images en tête d'une beauté. Quel talent! Carole Martinez vient broder les mots ici avec une espèce de fil doré, c'est ce que je t'avais dit. Et ça réussit à les rendre brillants. C'est sublime, sublime, sublime. Vous ai-je jamais parlé de ces mains? Les mains des conteuses sont des fleurs agitées par le souffle chaud du rêve. Elles se balancent en haut de leurs longues tiges souples, fanent, se dressent, fleurissent dans le sable à la première averse, à la première larme, et projettent leurs ombres géantes dans des ciels plus sombres encore, si bien qu'ils paraissent s'éclaircir, éventrés par ses mains, par ses fleurs, par ses mots. Anita ne sait plus lire, elle a oublié. Elle s'est soudain refusée aux mots écrits. Elle dit que l'écriture enterrera les mains de conteuses et qu'aucune voix ne nous guidera plus dans les ténèbres du mythe. On arrive sur les deux derniers livres de cette vidéo avant de rapidement passer à deux graphiques. L'avant-dernier livre dont je te parle, c'est évidemment Le mystère du lac, réédité récemment sous le titre Zéphyr Alabama de Robert McCammon, que moi ici j'ai chez Albin Michel et traduit par Stéphane Carme. On est dans une petite ville de l'Alabama où Cory accompagne son père pour sa tournée matinale de distribution de lait. Alors qu'il passe près d'un pont, une voiture débarque à toute allure et tombe dans l'eau. Le père de Cory va alors naturellement aller tenter de porter secours au conducteur, mais il va vite se rendre compte que celui-ci est mort, qu'il a été roué de coups et que ses mains sont menottées au volant. Et ils vont tenter de comprendre chacun avec leur regard, avec les armes qu'ils ont, du coup ce qui s'est passé, et surtout vont tenter d'apprendre à vivre avec. C'est un récit qui est grandiose, c'est un récit qui parle énormément de l'enfance. Moi, c'est un thème qui me touche profondément. Il parle aussi de l'imagination, de ces frontières justement entre réalité et imaginaire, de ce qu'est la réalité, parce que est-ce que ce qui se passe dans la tête des enfants, juste sous prétexte que ça n'est pas palpable par les autres, est faux? Comment les enfants voient le monde, comment ils voient les adultes et comment ils voient les adultes face à leurs problèmes. C'est un texte dont j'aurais pu corner absolument toutes les pages. Il m'a profondément marqué. Ça a vraiment été une lecture assez extraordinaire pour tous les points que je viens de t'évoquer. Quelle brillante écriture justement d'enfants, de questions que peuvent se poser les enfants, de comment une petite chose peut les impacter. Pareil, hein, il y a du réalisme magique. Il y a des personnages hauts en couleur qui sont tous plus intéressants et plus mystérieux les uns que les autres. C'est une merveille, vraiment, je pèse mes mots, mais ce texte est une merveille. Nous venons au monde plein de cyclones, de comètes et de feux de forêt.
Nous naissons capables de lire dans les nuages, de chanter avec les oiseaux et de voir notre destin dans les grains de sable. Mais en grandissant, nous perdons tout ça à coup d'éducation, d'instruction religieuse, de peignes et de gants de toilette. On nous force à marcher droit et à être responsables. On exige que nous nous conduisions comme des grands, des adultes bon sang. Et vous savez pourquoi ? Parce que ceux qui nous le demandent ont peur de notre liberté et de notre jeunesse. Parce qu'ils sentent en nous cette magie qu'ils ont laissé dépérir en eux, qu'ils sont amers et honteux d'avoir perdu. Le dernier roman dont je te parle aujourd'hui est peut-être celui qui m'a le plus marqué, c'est peut-être le plus retentissant de mon année. Je te parle de L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel que j'ai moi ici chez Joseph Losfeld et traduit par Christophe Mercier. Pareil, livre dont il va être difficile de parler, tant je te dis, il m'a profondément bouleversée. Ce livre, il m'a parlé comme a pu me parler l'an dernier Océan Mer d'Alessandro Baricco, qui sont des lectures, alors qui n'ont rien à voir, mais qui ont ce côté très singulier, un peu bizarre, où on comprend sans comprendre et qui pour autant arrive à saisir quelque chose, arrive à mettre des mots sur des sentiments, sur des sensations, sur des impressions, et qui, c'est ce que j'avais dit à l'époque, vibre exactement à la fréquence dont j'ai besoin sur l'instant, et qui du coup passe de excellente lecture à porte sur quelque chose de plus grand. Ces lectures qui vont au-delà au-delà. Purée, ça va vraiment pas être clair. On est ici dans une petite ville de l'Ohio en 1984, où le procureur de la ville autopsie Bliss, qui est un homme vraiment profondément ancré dans ses convictions, qui est habité par les questions de bien et de mal, par l'idée de la justice, etc., va décider de faire paraître une lettre ouverte dans le journal local pour convier le diable et lui proposer de venir à sa rencontre parce qu'il a des questions. C'est alors que son fils Fielding tombe quelques jours plus tard sur un petit garçon noir aux yeux d'un vert perçant qui s'appelle Sal et qui prétend être le diable. Tu te doutes, personne ne va vraiment le croire et puis la famille d'Autopsy Bliss va décider de l'accueillir chez eux parce que on sait pas vraiment qui est ce gamin, d'où il vient, où sont ses parents, bref. Et puis une chaleur écrasante va s'abattre sur la ville et des événements de plus en plus bizarres vont commencer à se produire. C'est un texte qui soulève tellement de choses, qui est raconté à travers les yeux d'un Fielding vieillissant qui revient sur cet épisode de son enfance. La plume est bluffante, vraiment c'est un mot que j'ai beaucoup répété, mais je la trouve profonde, je la trouve poétique, même dans la douleur et dans l'abject. Pareil, on revient sur cette idée de frontière du réel. On sait pas tout le long, est-ce que ça l'est vraiment le diable ou pas? Et puis très vite, en fait, on s'en fout. Enfin, moi, du moins, je m'en suis foutue. C'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'essaye de devenir ce petit garçon. Ce qui m'intéresse, c'est comment tentent de vivre les gens autour avec leurs problèmes à eux, dans leur microcosme à eux, dans leur monde, en fait. J'ai adoré la manière que ça a de mettre en lumière les dérives humaines, tout simplement. Le racisme, le fanatisme religieux ou du moins idéologique, l'homophobie, il y a plein de sujets qui sont abordés et d'une manière vraiment très fine et très juste. Ça parle de famille, de ce qui la définit, ça parle d'amour énormément. Ça, oh putain, non mais moi vraiment, je suis quelqu'un de très sensible, hein, c'est normal. Ça parle de tentative, de quête de sens dans tout ce merdier, quoi, pardon, mais c'est ça. T'es tellement bouleversée par ce texte, mais tellement. Et je te dis, je t'en parle un peu comme de la maison dans laquelle, de Mariam Petrosian du coup, parce que ça fait partie de ces textes qui ont laissé quelque chose en moi, mais dans lesquels j'ai l'impression d'avoir laissé moi aussi quelque chose, qui vraiment s'inscrivent presque un peu dans mon petit panthéon, quoi. C'est vraiment la lecture la plus retentissante de mon année. Je suis pas sûre de très bien t'en parler, je suis désolée, mais voilà, c'était évident qu'il ait sa place ici et qu'il soit, bien qu'il n'y ait aucun ordre de préférence dans cette liste, qu'il soit quoi qu'il arrive tout en haut. J'espère que pour toi aussi, Sal, ce n'est qu'une étape. Nous devons continuer à avancer, non? Parfois des choses arrivent, de mauvaises choses, mais c'est une étape sur notre chemin, et il faut continuer à avancer. Sinon, on n'atteindra jamais la chose suivante. Et il se pourrait bien que cette chose soit formidable. Il se pourrait que ce soit ce qui nous arrivera de mieux dans notre vie. Pour clôturer cette vidéo, je vais te parler de mes 2 graphiques préférés de l'année. Je vais essayer de faire vite parce que ça fait 1 heure que je filme. Le premier qui se hisse dans ce top, c'est évidemment Toutes les morts de Layla, Star de Rank et de Felipe Andrade, édité ici chez Urban Comics, que j'ai absolument adoré, encore une fois. Hein. On est ici dans la ville de Mumbai, je sais jamais, encore une fois si on dit Mumbai, my bad, où en fait la déesse de la mort est en train de se faire licencier parce que un gosse va naître et que ce gosse, en grandissant, créera
ou du moins trouvera un remède à la mort, enfin créer l'immortel. C'est pas clair là ce que je dis, mais t'as compris où je veux en venir, je fatigue un petit peu. Mais en gros, il va éradiquer l'idée de mort, quoi. Donc, la déesse de la mort, elle n'a plus raison d'être. Elle est donc renvoyée. N'étant plus une déesse, elle va alors devoir vivre une espèce de vie semi-mortelle et va s'incarner dans le corps d'une jeune femme qui vient de mourir, Layla Starr. Elle va alors prendre possession de ce nouveau corps, de cette nouvelle vie, avec un objectif principal, retrouver ce maudit gosse et le buter. Bien sûr, tu te doutes qu'il se passe bien des choses et c'était tout bonnement génial. C'est un texte dont j'ai pas énormément entendu parler, mais qui mériterait tellement qu'on en parle plus parce que je l'ai trouvé génial. Le dessin est canon, la colorisation est superbe, la construction, le rythme est parfait, on a des sauts dans le temps, des ellipses, c'est absolument génial. Beaucoup de choses y sont soulevées sans pour autant tomber dans un truc très complexe et très deep. C'est simple, mais c'est efficace, c'est parlant, c'est accessible et j'ai adoré. J'ai adoré aussi tout ce que ça évoque autour du temps qui passe. Il y a vraiment une énorme question là-dessus, autour du rapport entre présent et futur, entre passé même et présent et entre tradition et modernité. Vraiment, c'est une pépite dans laquelle j'ai été complètement embarquée et j'ai déjà très hâte de la relire parce que je compte bien m'y replonger l'année prochaine et voilà, j'étais obligée de t'en parler. Le dernier graphique dont je te parle est celui qui va donc conclure cette vidéo. Ce n'est autre que le premier tome de Lightfall de Tim Probert qui s'appelle donc La Dernière Flamme, édité chez Gallimard. Oui, un énorme oui, ce texte a tout pour me plaire, ce texte a tout pour plaire, tout court. C'est l'histoire de Béa qui vit avec son grand-père adoptif, un sorcier cochon ou un cochon sorcier, l'un ou l'autre, mais dans tous les cas c'est un cochon qui fait des potions. Et puis elle rentre chez elle après être allée chercher des plantes justement pour concocter des potions et elle trouve un mot. Son grand-père lui explique qu'il est parti chercher quelque chose de très important. Sauf que là, c'est la panique, parce que son grand-père, il a des gros problèmes de mémoire et Béa sait qu'il va se perdre et elle est terrifiée à l'idée qu'il lui arrive quelque chose. Elle va donc devoir affronter son anxiété pour aller à sa recherche. Sur sa route, elle va faire bien des rencontres et principalement celle de Cad, un personnage, ma foi, très particulier, qui va décider de l'aider dans son aventure. Pareil, je vais évidemment te parler de l'aspect visuel parce que ça compte dans un graphique et qu'ici, encore une fois, c'est tellement bien réussi, c'est canon. Moi, visuellement, ça me parle complètement. L'histoire est entraînante, on a envie de savoir, on comprend en plus très vite que Béa est en possession d'une certaine dernière flamme, et qu'elle a sûrement un rôle à jouer bien plus grand que ce qu'elle ne pense. On referme le tome, on a envie de se jeter sur le suivant, c'est trop bien. Il y a un très bon équilibre entre construction des personnages, de l'univers, action, intrigue, c'est parfait, vraiment, je ne vois aucun défaut à ce graphique. Les personnages sont tellement attachants, Béa est une petite fille délicieuse. Un excellent point pour moi, pour le traitement de l'anxiété ici, c'est très intelligemment fait, je suis très sensible à ça. Cad, quant à lui, est complètement barré, mais il est tellement touchant et attachant, c'est un plaisir. Vraiment, je suis complètement sous le charme de cette proposition. On est sur une excellente fantaisie et une excellente entrée en matière justement pour découvrir la fantaisie. C'est de très loin une des meilleures lectures de mon année et il allait forcément se retrouver dans cette vidéo parce que je l'ai profondément aimé. Nous voilà donc à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me dire, toi, les livres qui ont marqué ton année, si certains des miens sont aussi dans les tiens. Merci de me suivre dans mes petites aventures livresques. Merci d'être au rendez-vous à chaque fois, de prendre le temps de commenter. C'est normalement la première vidéo de l'année qui sort, donc je te l'ai déjà dit, moi je suis pas très fan du traditionnel bonne année parce que chaque année, surprise, les problèmes. Mais je te souhaite d'avoir un maximum de belles journées dans toutes celles qui vont s'offrir à toi, de réaliser les choses qui te tiennent à cœur et juste de t'épanouir, peu importe de la manière que ce soit. Encore une fois, merci. Moi, je te fais des gros bisous. Je te retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et prends bien soin de toi.